Je vous souhaite la bienvenue dans votre podcast Fais-nous sous Ice. Fais-nous sous Ice, c'est un espace sûr, un endroit pour parler sans être jugé, un podcast pour briser le silence, pour raconter ce qu'on vit quand on aime quelqu'un qui se détruit avec l'ice. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas gendarme, je ne suis pas non plus médecin, mais je crois au pouvoir de la parole. Je crois aux histoires vraies dites avec sincérité et je crois qu'on peut aider des gens juste en partageant ce qu'on vit. Je m'appelle Avéry et je suis heureuse d'être votre hôte pour ces discussions et ces échanges à cœurs ouverts. Après ce jour-là, après ce 5 mars 2024, rien ne redevient comme avant. Et rien ne peut redevenir comme avant. C'est pas possible en fait. Sauf que tout doit continuer. Le travail, la maison, la famille, la vie quoi. Mais au fond de moi, tout était différent. Les premiers jours, les premières semaines, tout était en moi en fait. Tout était en train de travailler en moi. Et ça, personne ne le voit, hein. Personne ne le voit en dehors parce que c'est toi qui le vis. Là, c'était moi qui étais en train de le vivre. Donc, je pense que je faisais bonne figure en fait. Et donc, au fur et à mesure, ben, je me réveille avec ça. Je m'endors avec ça. Sauf que quand tu es éveillé, tu dois continuer ta vie, quoi. Et tu essayes de fonctionner. Tu essayes d'avancer. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, d'avancer. Sauf que moi, mon esprit, mon mental, il s'arrêtait plus en fait. Moi, je pensais à lui, je pensais à ce qu'il était en train de faire, à ce qu'il faisait. Je pensais toujours avec qui il était. Je me demandais ça, je me demandais surtout, en fait, j'imaginais plein de choses et je pensais à ce que je voyais pas en fait. Donc, j'imaginais des choses, j'essayais d'anticiper, je m'inquiétais et ça tourne en boucle, comme ça, dans ma tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ressassais ça. Et au final, je me rends compte que je deviens hyper vigilante. Surtout, j'observais tout, ces messages. Je pense qu'au final, je cherchais des signes. J'essayais peut-être de comprendre ce qui n'allait pas, peut-être pour essayer de me rassurer moi. Mais au final, plus je regarde et plus je vois ces signes-là, et plus je vois, ben, plus ça me fait peur. Donc ça, c'est une chose, donc c'est ce que j'observe. Mais il y a également toutes mes émotions à moi, tout ce que je ressens. Ces émotions-là, elles viennent pas une par une. C'est comme si c'était un méli-mélo de toutes les émotions en même temps. Donc la peur, la colère, la tristesse, l'incompréhension. Sauf que c'est tout en même temps. On a l'habitude d'avoir soit que la peur, soit que la colère. Là, non, non, c'est le mix de tout et tu te prends tout ça en pleine figure et tu dois gérer. Donc entre toutes ces émotions négatives, je pense que je veux de l'espoir. Ça va aller, ça va s'arrêter. Allez, il va s'en sortir, on va pouvoir gérer ça. À un moment donné, j'ai des soupçons d'espoir, donc je me dis ça va s'arrêter, il va s'en sortir, tout ça. Et tout de suite après, bah non, je remets tout en question. Et au final, ouais, c'était sport, hein. Je passais d'un état à un autre, d'une émotion à une autre et c'était hyper fatigant, en fait. Parce qu'en fait, tu passes d'un état à un autre sans prévenir, en fait et tu dois gérer. Et donc dans ces premières semaines, tu essaies de trouver ta place aussi, hein, dans ce couac et je me pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois en parler? Est-ce que je continue? Est-ce que je dois l'aider? Jusqu'où? À quel moment? Quand on entend, toutes les affaires de drogue aux infos, on te prépare pas à ça, on te prépare pas à vivre ça de plein fouet, en pleine figure, quoi. Il y a pas de mode d'emploi. Alors là, ben, je fais comme je peux, quoi. Et naturellement, le choix est venu à moi, naturellement. Puisque quelques jours, quelques semaines après, en voyant comment j'étais, dans quel état j'étais, un choix est venu à moi. Ce choix-là, c'était: «OK, là, il y a quelque chose dont j'étais pas préparée, que je dois gérer. Donc je dois essayer de l'aider pour qu'il puisse s'en sortir». Sauf qu'il y avait le boulot. Donc j'avais et mon travail qui me prenait du temps et ma famille, mon conjoint que je devais aider. Donc ce choix-là, c'était: je continue à travailler ou je me décide à me consacrer à ma famille? Et je pense que là, c'est une des décisions que j'ai prises, que je regrette pas aujourd'hui, hein, franchement. C'était le choix qu'il fallait que je fasse à ce moment-là. Ce choix-là, c'était que j'ai décidé ce jour-là de choisir ma famille.
j'ai décidé d'aimer ma famille et donc j'ai démissionné. Je pouvais pas tout faire. Donc j'ai mis entre parenthèses ma carrière professionnelle. J'ai démissionné parce que pour moi, le plus important, c'était ma famille. C'était les personnes que j'aimais. J'ai démissionné et je me suis consacrée justement à accompagner mon conjoint dans ce combat-là. Comment j'ai fait? Une fois que j'ai décidé ça, j'étais à 100% dans l'entraide. Donc, je cherchais des informations un petit peu partout, hein. Je regardais sur Internet, comme tout le monde, hein. J'écoute, je compare, je vois ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. J'essaie de comprendre comment fonctionne cette drogue. Mais au final, comprendre, ça, comment dire, ça soulage pas forcément, pas toujours, hein. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose dont on parle peu ici, c'est la solitude. J'étais très bien entourée, hein. J'avais des personnes qui m'aimaient, des personnes qui proposaient leur aide, hein. Mais même entourée, je me sentais seule. Parce qu'en fait, peu de gens comprennent vraiment ce que tu es en train de vivre. Parce que tu sais pas quoi dire. Tu sais pas quoi dire, tu sais pas comment le dire, tu sais pas ce que tu vis. Ben, moi, en tout cas, je gardais. J'ai partagé à des proches à moi, donc qui connaissent ma situation. Sauf que ces personnes ne comprennent pas à l'envers, tout ce que tu es en train de traverser, tout ce que tu vis. Et pourtant, dans tout ce micmac, donc tout ce chaos de la drogue, quelque chose commence. Très discrètement, tu commences à chercher. Tu commences à chercher des repères. Peut-être des solutions, mais je te dis aujourd'hui, c'est pas des solutions qu'on recherche. Je pense que juste, on recherche des points d'appui, des points de soutien, une personne à qui parler, un endroit où respirer, un moment où tu peux tout relâcher. Moi, au début, j'avais pas tout ça. J'étais toute seule. Donc, j'ai avancé comme j'ai pu au final, hein. Je tenais juste parce qu'il fallait tenir. Et si toi aussi tu es dans ces premières semaines, je veux te dire quelque chose. Ce que tu es en train de vivre, c'est normal. Dans le chaos de la drogue, hein, ce chaos, il est normal. Parce que tu es en train d'encaisser quelque chose de violent. Tout ce que tu es en train de ressentir, tout ce que ton corps vit, tout ce que ton cœur, ton esprit ressentent, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de comprendre. Mais je te dis, tu n'as pas à avoir toutes les réponses aujourd'hui. Pas maintenant. Juste respirer, tenir aujourd'hui et peut-être trouver un tout petit appui, un seul, parce que c'est comme ça que ça commence. Pas en réglant tout, mais en trouvant toi un premier repère. Dans le prochain épisode, je te parlerai de quelque chose d'important. Ce moment où tu valides tes émotions et tu commences à vouloir aider, à tout donner, à vouloir sauver. Est-ce que ça change pour toi? Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je sais que c'est pas facile d'entendre ces mots parce qu'ils réveillent des choses qu'on a parfois enfouies au fond de nous. Mais tu es là, tu écoutes. Et ça, juste ça, c'est déjà un acte de courage. Si cet épisode t'a touché, partage-le à une maman, un frère, une sœur, un conjoint, un papa, des amis, à quelqu'un qui vit ça en silence et qui croit qu'il est seul. Parce que personne ne devrait traverser ça sans savoir que d'autres comprennent. À très vite et prends soin de toi. Et restez à l'écoute de Fais-nous sous ice.